Bienvenue sur mon podcast Live from the Heart. Je m'appelle Anne-Claire Méret. Ça m'a pris des années de guérison, de thérapie et de coaching, mais j'ai finalement retrouvé le chemin de mon cœur, qui m'a mis sur la voie de la prospérité dans tous les domaines de ma vie. Aujourd'hui, je coach, j'enseigne, je crée des programmes, j'écris des livres, entre autres choses, et j'adore ça. Le monde se transforme à mesure que nous guérissons et que nous créons. Je sais que nous pouvons prospérer au niveau individuel aussi bien qu'au niveau collectif, si on retrouve le chemin du cœur. Nous sommes les initiateurs et initiatrices du nouveau monde. Alors on y va ? Si vous souhaitez créer depuis l'espace du cœur, vous êtes au bon endroit. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode dans lequel je suis très heureuse d'accueillir Tom Lehmann, dont j'adore le calme tranquille et les vibrations qu'il diffuse dans le monde. Tom, merci d'être et merci d'avoir accepté d'être là aujourd'hui. Bienvenue. Merci Anne-Claire, je suis très heureux d'être ici avec toi. Merci pour l'invitation. Avec plaisir. Est-ce que tu veux bien te présenter, s'il te plaît, avec tes mots ? Alors, je m'appelle Tom, j'habite à Paris, je suis né à Paris et j'ai pratiquement toujours vécu ici. Je chante et je compose de la musique depuis un moment déjà. Et, et il y a un peu plus de 3 ans, j'ai eu la bonne idée de partir en Inde pour faire mon premier teacher training de yoga à Goa. Voilà, ça a été un aller sans retour. Ça a changé à peu près tout dans ma vie. Et j'ai eu la chance de pouvoir prolonger ce voyage à Goa par presque 2 mois à Bali pour le Bali Spirit Festival à Ubud. Et voilà, j'ai eu la chance d'y trouver, avant de partir, une accréditation en tant que journaliste pour un média, voilà, de yoga français. Et ça m'a permis d'interviewer, de connecter avec des thérapeutes, des enseignants, des masters incroyables là-bas. Et voilà, vraiment l'aller sans retour a fait que quand je suis rentré à Paris, beaucoup de choses avaient changé. Et j'y enseigne depuis du coup 3 ans le yoga. Et assez naturellement, le yoga de la voix a fait son apparition il y a 1 an à peu près. Et voilà, aujourd'hui je compose de la musique, j'enregistre des méditations guidées. Et par les ateliers en présence ou en digital, voilà, j'invite les gens à se poser, à respirer, à chanter et voilà, à revenir dans le corps et à ce qui demande aujourd'hui à être habité. On l'a pas dit, mais tu es le créateur de la musique d'intro et de la musique de sortie de mon podcast. Eh oui. J'ai eu pas mal de messages de personnes qui m'ont demandé d'où vient cette musique, comment puis-je trouver la musique ? Et je réponds fièrement, c'est la musique que Tom a créée pour moi. C'est beau, ça a été un tel plaisir de composer ça. Et je suis heureux qu'elle touche. À chaque fois que je l'entends, je me dis yes, c'est juste, c'était ce qu'il te fallait. Et ouais, j'en suis très heureux. Ouais, j'adore. Merci, encore un grand merci. Merci à Bravo pour toi. ton talent. Ouais. Est-ce que tu as toujours vécu comme ça ? Ou qu'est-ce qui s'est passé pour toi ? Quel a été le déclencheur du départ pour l'Inde ? J'ai pas toujours vécu comme ça, même si je suis honnête et que je regarde le Tom qui vit aujourd'hui à Paris du haut de ses 30 ans, à part le fait de faire beaucoup moins la teuf et d'être beaucoup moins finalement dans la vie, dans la vie étudiante dans laquelle j'ai pu être, j'ai j'ai pas la vie d'un yogi dans le haut de sa montagne. Et pour autant, il y a beaucoup de choses qui ont changé ces dernières années dans mon rythme de vie, dans les choix que je fais, dans la façon dont je gère mon énergie et ce que j'ai envie de prioriser. Et je t'avoue que c'est vraiment au cœur des choix et des décisions que j'ai à poser en ce moment. Mais pour répondre à ta question, j'ai eu un projet de musique électronique, un duo avec un grand ami, projet qui s'appelle Age, H-A-J-E, si les auditeurs ont envie d'aller découvrir. Et finalement, ça s'inscrivait vraiment dans la période où je revenais d'un an de vie au Canada, à Montréal, et, et je suis rentré à Paris en 2013, et c'est à ce moment-là qu'on a décidé avec cet ami de faire de la musique. Enfin, on l'a pas vraiment décidé, ça s'est fait, et la connexion a été évidente, et notre manager est tombé sur nous,
et tout s'est développé, tout s'est délié. Et pendant un peu plus de 3 ans, voilà, je me suis dédié à ce projet de musique électronique dans lequel je me suis vraiment épanoui. Et voilà, on a quoi, un demi-million de streams aujourd'hui sur Spotify. On a eu des magnifiques sorties sur FIP, sur Nova. Il y a eu vraiment cet élan de ça Génial. y est, voilà, je vais être intermittent du spectacle, je vais faire la tournée des festivals, on va un jour peut-être vivre de notre passion, de notre musique, de notre art. Mais c'est là que ça répond à ta question, c'est que on n'a jamais réussi à finir et à sortir notre troisième et dernier EP, malgré voilà l'enthousiasme qu'il y a eu autour du deuxième, et peut-être justement à cause de l'enthousiasme qu'il y a eu autour du deuxième EP, parce que c'est devenu très mental pour moi au niveau de l'écriture, au niveau de la réalisation. On avait un directeur artistique, on avait un distributeur digital, on avait finalement plein d'entités qui avaient toutes leurs mots à dire, et on s'est un petit peu emmêlé dans ces attentes. Et, euh, et c'est là que, voilà, on a mis le projet en pause parce qu'on s'est dit, écoute, si ça sort pas, ben ça sort pas. Et c'est là que je me suis dit, voilà, je pars en Inde, je prends cette décision. Elle est venue à moi de façon très naturelle au vu de rencontres que j'ai fait à l'époque. Et voilà, ça a été le tournant. C'est super intéressant parce que je vois moi beaucoup d'entrepreneurs au début pour lesquels ça fonctionne au début Mhm, parce que c'est fun et parce qu'ils sont connectés à un élan naturel. Et quand ça devient un peu trop sérieux, mhm, tu sais, quand il faut en vivre, etc. Et ça complexifie énormément les choses et on est beaucoup plus dans la tête et beaucoup moins dans le cœur. mhm. Ça me parle beaucoup. Comme si on avait quitté l'enthousiasme un peu fou du début pour, euh, pour quelque chose dans lequel, en fait, je pense que c'est ce que tu dis, il y a le côté fun, et je pense qu'il y a aussi, pour moi, surtout le côté enjeu qui est arrivé surtout dans une dynamique artistique. C'est tellement subjectif, en fait. Et là, je veux pas opposer, voilà, la pop, on va dire mainstream, de grands artistes, beaucoup américains, qui font des centaines de millions de streams, et qui sont sur un format, voilà, qui est fait pour cartonner, qui est fait pour marcher, qui est fait pour rentrer dans la tête. Et je suis vraiment pas là en train de diaboliser. C'est un ami justement de Montréal qui m'a fait redécouvrir la pop et qui m'a fait écouter l'intelligence et voilà, la magie qu'il peut y avoir derrière ça, et qui fait qu'on se retrouve porté par des musiques. Mais c'est vrai qu'on était dans quelque chose de beaucoup plus expérimental, beaucoup plus abstract, même si ça parlait beaucoup, et que voilà, de grands journaux ont relayé notre musique à l'époque. Mais c'est vrai que je me suis dit, bon, comment faire en sorte que ça marche pour que je puisse en vivre et qu'on puisse vraiment se dédier corps et âme à ça. Et en fait, je pense qu'on était dans un entre-deux qui a fait quoi, on a perdu cet enthousiasme. Et ça, je vois bien ce parallèle avec l'entrepreneuriat, et je le vis aussi en tant que créateur de contenu récemment arrivé dans ce game. Et, euh, et je me pose encore beaucoup de questions sur ce que j'ai envie de prioriser. Et voilà, c'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure, les questions que je me pose aujourd'hui. Comment je gère mon énergie? Comment je gère mes priorités? Est-ce que je reste focus sur l'enseignement et le yin yoga à Paris et les ateliers en présence pour la rentrée de septembre, octobre, novembre? Ou est-ce que, voilà, c'est un peu le plan B dont je te parlais avant qu'on commence. Est-ce que je décide d'aller trouver un lieu en dehors du tumulte parisien, dans lequel voilà, je pourrais me dédier, je dirais, entièrement à l'aspect créatif dans la musique, et dans tout ce qui pourrait être méditation guidée, respiration guidée, euh, toutes ces guidances qui deviennent évidentes, que voilà, je suis là à la fois pour composer de la musique, mais aussi pour accompagner les gens par ma voix, que ce soit par la danse ou par le mouvement. Et, euh, et c'est vrai que c'est un petit peu la grande question du moment. Et comme je te le disais en préambule, je suis tellement inspiré par les personnes qui, comme toi, voilà, font des grands choix de vie et se disent j'écoute cette voix parce que pour le vous, elle a l'air d'être très juste, quitter Berlin pour le Costa Rica, et continuer de créer depuis un espace dans lequel vous vous sentez safe et aligné. Parce que si c'est pour rester à Paris, et je subis pas encore, mais voilà,
même si j'ai la foi et que, comme tu nous disais tout à l'heure, je me sens moi aussi guidé, protégé, accompagné. Et je pense que c'est d'ailleurs l'une des dimensions qui demande à être sans évangéliser qui que ce soit, parce que c'est un chemin vraiment très personnel. Mais en tout cas, voilà, justement, à titre personnel, il y a une dimension sacrée qui a fait son apparition il y a quelques années déjà entre l'Inde et Bali, mais qui là demande vraiment à prendre toute sa place parce que ça va continuer de bouger beaucoup, je pense, et que avoir un ancrage de confiance, de trust et de foi va nous aider à traverser tout ce qui est là. Tout à l'heure, on discutait tous les deux et on parlait du bruit qu'il y a à l'extérieur. Il y a beaucoup de bruit, les médias, l'agitation, les gens. Euh, Comment tu fais pour diminuer le bruit et écouter ta guidance intérieure? Moi, c'est vraiment par le chant que, presque comme par magie, j'avais le mot scission et séparation, mais c'est pas ça, parce que comme on disait en préambule, si je voulais partir me perdre dans un ashram ou en haut d'une montagne ou dans le fin fond d'une forêt, si c'était vraiment ce que je voulais, j'espère que j'aurais le courage et l'intégrité de le faire déjà. Donc le but, c'est pas de s'isoler, mais revenir en soi, pour moi, c'est vraiment par le chant et par la respiration. Et c'est sûrement pour ça que, voilà, c'est ce que je suis amené à partager de plus en plus par le yoga de la voix, qui, euh, qui est au-delà de cet outil de recentrage, de dharana, comme on dit en yoga, de concentration. Parce que quand pendant 3, 5, peut-être 10 minutes, tu respires pour vibrer la voyelle O, la voyelle A, peut-être vibrer un mantra en boucle et en boucle, tu, presque comme par magie, rentres dans un espace qui naturellement te recentre. Et c'est là souvent qu'on voit le mental qui remonte, comme en méditation. Mais là où, et j'en parlais avec une des covoitureuses hier en rentrant de Bretagne pour Paris, je sais pas, elle avait la jeune vingtaine, mais elle était déjà tellement branchée, tellement ouverte, ça m'a fait un bien fou encore une fois, de voir que les nouvelles générations bénéficient voilà, du travail des anciens et aussi de ce que nous, moins anciens, on un peu au cœur de cette ère du Verseau qui nous permet d'avoir accès à ces, ces traditions millénaires et de pouvoir les partager avec les outils de communication qu'on a aujourd'hui. Et tu fais vraiment partie voilà, de ces nouveaux enseignants qui arrivent à diffuser à grande échelle et je pense que notre force, elle est vraiment là aujourd'hui. Et donc, pour ne pas trop digresser, elle me disait, moi, tu sais, je sens que ça me ferait du bien. On parlait du Miracle Morning, de me lever tôt. J'ai l'impression qu'il se passe des choses le matin mais elle me disait, je pense trop pour pouvoir méditer. Et c'est trop agité dans ma vie et à l'intérieur de moi pour réussir à faire le vide dans ma tête. Et je lui ai parlé de Fabrice Midal et elle me dit, ah oui, foutez-vous la paix. J'en ai entendu parler de ce livre qui dit justement, mais foutez-vous la paix. Oubliez cette idée qu'il faudrait faire le vide, qu'il faudrait être calme, qu'il faudrait jamais se mettre en colère. Et j'ai vu que ça l'a touché et je l'ai vraiment invité voilà, à prendre 2 minutes, peut-être 5 et à terme peut-être 10, juste déjà pour prendre un temps. Et je lui ai dit, t'as pas besoin d'être en tailleur, encore moins en lotus. Tu peux être assis sur ton lit, même les 2 pieds ancrés sur une chaise. Et, et juste déjà de voir la vitesse à laquelle tes pensées remontent et la vitesse à laquelle on est ballotté et revenir à ta respiration. Je lui ai dit peut-être allumer une bougie et revenir à cette capacité à rester attentive le plus longtemps possible. Et je lui dis, dès que tu pars dans ta tête, c'est ok. La pratique est justement d'en prendre conscience et de revenir à l'intérieur ou de revenir à ton point d'attention. Et je pense que je parle de cette rencontre hier, de cet échange, euh, pour communiquer, peut-être inspirer les gens à trouver, comme je le disais avec toi en préambule, trouver l'outil, trouver
trouver la pratique, que ce soit par la danse, que ce soit par le chant, que ce soit par le dessin, que ce soit par la marche, trouver cet outil qui leur permet justement de revenir à eux. Et je pense qu'à titre personnel, ce qui a été, voilà, c'est aussi parce que je chante depuis tout petit. J'ai commencé le violon quand j'avais 6 ou 7 ans. Donc la musique a toujours été là. Donc ça a été un médium presque évident. Mais voilà, quand je vois la vitesse à laquelle quelques respirations, puis quelques sons, quels qu'ils soient, sans technique vocale, sans justesse, sans idée de maîtrise, quand je vois à quel point, voilà, inviter les gens à chanter dans les premiers ateliers, les premières retraites que j'ai commencé à proposer, quand je vois l'espace dans lequel ça les met, puis dans lequel ça nous met collectivement, voilà, c'est comme s'il n'y avait pas à se dire ah je sais pas méditer parce que je sais pas faire le vide, t'as juste à inspirer. Et c'est comme si c'était fait. Je sens en moi qu'il y a quelque chose de timide à l'idée de sortir, tu sais, ma voix. Est-ce que tu as des trucs pour ça? Parce qu'à mon avis, je suis pas la seule à le sentir. Et à mon avis, ça doit arriver pas mal dans les stages aussi. Ouais. Quels sont les tips que tu aurais? J'ai été longtemps timide, euh, surtout dans cette dimension d'exprimer notre voix, exprimer notre son et exprimer finalement notre vérité, notre vibration. Et, et je dirais que la première chose qui pour moi a été source de soulagement, ça a été de m'autoriser à le faire seul, dans un coin, Dans en la douche? forêt, dans la douche à fond. La magie de la douche. Si vous avez des colocs, si vous avez des chéris, si vous avez des parents, vous leur dites bon, je suis timide, mais je vais m'autoriser à le faire déjà dans la douche. Est-ce que c'est ok? Et je pense que 99 fois sur 100, c'est mais bien sûr, chante dans la douche. Et c'est vrai qu'il y a une magie du flot, de l'eau, et je pense que les premiers chants spontanés que j'ai sortis, et bon, faut pas faire ça à la maison. Je parlerai pas de faire la méthode Wim Hof dans son bain, mais c'est un petit peu ce que j'ai fait sans le savoir. Ça s'est fait dans l'eau, au contact de la baignoire, et ouais, commencer dans un endroit dans lequel vous vous sentez à l'aise, dans lequel vous vous sentez en sécurité, pour déjà, en contact de soi, aller voir comment le corps résonne, comment le corps vibre, et se dire qu'au-delà de son propre ressenti, il n'y a pas à se dire est-ce que c'est beau, est-ce que ça va plaire, est-ce que ça va déplaire, parce que pour moi, et c'est encore quelque chose que je travaille aujourd'hui, le regard des autres, comment je me positionne et de voir à la vitesse à laquelle le mental peut remonter et nous mettre en comparaison. Donc je pense que déjà un premier conseil que je pourrais donner, parce que pour moi il a été précieux, c'est voilà, on pourrait se dire que c'est justement pas affronter entre guillemets la chose directement, mais pour des personnes qui sont vraiment timides et j'aime pas trop le mot timide d'ailleurs, mais il y a une forme de pudeur, je pense, qui peut nous retenir. Donc déjà s'autoriser à explorer sa voix seule, et je pense que c'est là que les enregistrements que je suis en train de composer et que je vais bientôt proposer, peuvent permettre avec des écouteurs d'explorer ça en tête à tête avec soi-même. Et c'est vrai que dans un second temps, ce qui a été révolutionnaire pour moi, ça a été de rencontrer des gens avec qui j'ai pu avoir des projets musicaux. Voilà, à la fin du lycée, à la fac, mes premiers groupes de musique, et de commencer à partager ça, et de sentir qu'à 2, à 3, à 5, et aujourd'hui dans les stages, les ateliers, on est une dizaine, et là je ressors je t'en ai pas parlé en préambule, mais je reviens d'un mini-festival en Bretagne, et on était une centaine autour du feu sacré à la fin, et voilà, c'est extraordinaire ce que la magie et la puissance du groupe peut permettre, justement, d'espaces de sécurité à plusieurs. Et je pense que du coup, voilà, après la première étape de rencontre avec sa voix, peut-être en autonomie, peut-être en tête-à-tête avec un thérapeute, un coach, un accompagnant, ce serait de trouver des gens avec qui on se sent à l'aise et avec qui on a envie de chanter sans attente ni pression. Et peut-être que, et c'est même pas peut-être, j'ai même pas besoin
d'évoquer le troisième step, ça va se faire naturellement de s'autoriser voilà, à chanter dans des espaces dans lesquels quelques mois ou quelques années plus tôt ça nous semblerait impossible. Et, euh, et peut-être juste pour finir là-dessus, c'est ce que j'ai voulu vivre, expérimenter. Ça a été un peu la voie chamanique par le feu et par l'expérience directe de passer l'audition il y a 3 ou 4 ans pour jouer dans le métro à Paris. Mhm. Et chose que j'ai faite, chose que j'ai expérimenté une fois, voilà, à Gare de Lyon avec ma guitare, mon ampli, mon micro. Et ça a été très très fort, très challengeant de voir tout ce qui bouge, la vitesse à laquelle les gens passent devant toi, ne te calculent pas et disparaissent aussitôt. Et j'y suis jamais retourné. Je l'ai fait une fois et j'y suis jamais retourné parce que je suis tombé malade. Pendant 3 jours, je pense que j'ai chopé tout ce qui est passé par là. Tellement je voulais bien faire, tellement je voulais que ça fonctionne, tellement je voulais. Et, euh, et pour autant, voilà, je suis vraiment heureux d'avoir affronté ce dragon, de ce que c'est de se mettre en scène là où personne ne t'a demandé quoi que ce soit. Et je pense aussi que c'est énergétiquement, j'étais pas prêt à l'époque de, voilà, j'avais pas de bulle, j'avais pas d'ancrage, et je travaille ça aussi. Mais voilà, je pense y aller progressivement et surtout commencer par soi, avec soi, parce que de même que je pense la méditation, c'est quelque chose de très personnel. Je pense que par le chant, par le souffle et par le recentrage, on peut, voilà, accueillir des merveilles. Waouh! Waouh, c'est courageux. Merci pour ton partage. Et j'imagine que de chanter et de se Mhm. connecter avec sa voix, c'est vraiment aller à la rencontre de sa vibration unique, ses vibrations uniques et se rencontrer vraiment profondément. Aujourd'hui, avec le monde dans lequel on vit, où ça vibre dans tous les sens, un peu tout et n'importe quoi, et où c'est très disharmonieux, c'est aller rencontrer sa propre harmonie. Mais on ne sait pas encore ce qu'on va trouver. Tu vois Hmm. ce que je veux dire? Il y a un Complètement. côté, mais si je vais dedans, qu'est-ce qui me dit que ça va me plaire? Hmm. J'ai tout de suite la voix chamanique qui est remontée, juste cette idée, enfin, cette idée. C'est quelque chose que je commence à peine à explorer et notamment avec la guidance toute récente de Romulo Pelizza qui est voilà, un thérapeute, un chaman, un enseignant extraordinaire qui lie la voix chamanique avec la voix tantrique et la voix yogique, qui est en train de faire des ponts euh, extraordinaires entre voilà, toutes les médecines d'Amérique du Sud et toute la sagesse orientale d'Asie et de l'Inde. Et je pensais tout de suite à la voix chamanique, mais en même temps, de la même façon, la voix yogique, euh, on va dire traditionnelle, la voie de l'ascèse et de la rencontre de soi par la méditation, par le mouvement. Euh, c'est quelque chose d'extrêmement, qui peut être en tout cas, extrêmement challengeant. Et je parlais justement à cette jeune femme hier de Vision Quest et voilà, l'idée de passer plusieurs jours, la quête de vision, passer plusieurs jours seul dans la forêt, 2, 3, 4 jours, et je lui dis ça c'est le premier step, et derrière il y en a qui le font sans boire ni manger, d'autres qui le font complètement nus, et enfin voilà, certains c'est 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 aller à la rencontre de soi de façon plus ou moins confrontante, et je pense que c'est en ça que les voies chamaniques et les voies yogiques, si on décide d'être guidé par un maître, d'être guidé par un chaman, de s'engager dans ces voies, euh, ce qui est certain, c'est ils vont nous offrir des outils et des pratiques qui vont nous emmener, comme tu dis, au plus profond vers ce qu'on ne sait pas. Et je pense que le but du jeu est vraiment là. C'est de même que le font des thérapeutes depuis. Là, je pense surtout à Jung. Je pense surtout à Carl Gustav Jung. Et c'est d'aller chercher cet inconscient. Il y a Mika de Brito qui nous disait dans sa formation l'été dernier de voilà, pour lui et pour cette école de la fleur dorée, c'est
cette idée de la Kundalini, qui est en fait notre inconscient et qui ne demanderait qu'à être éveillé pour transpercer tous ces voiles de l'illusion, des conditionnements, des peurs, de tout ce que la société, la famille et à travers les âges, voilà, tout ce qu'on nous a dans l'inconscient collectif mis dans la tête. Et voilà, je pense que c'est même pas je pense, c'est que voilà, depuis quelques années, c'est encore tout bébé, c'est pour ça que... Et là, je suis en totale transparence, même quand tu m'as proposé, Anne-Claire, cette interview, je me suis dit, mais j'en suis qu'à mes premiers pas et je sais que j'ai une humilité qui parfois est démesurée parce que quand je vois les retours qu'on me fait et à quel point les gens sont inspirés par ce que je vis et ce que je commence à oser partager, et c'est peut-être là aussi mon message à chacun et chacune qui nous écouterait, c'est il n'y a pas de vérité, il y a plein de guidance, plein de maîtres, plein de possibilités, mais je pense que par voilà, le cheminement personnel et l'humilité de se rappeler qu'il est unique et que on peut inspirer, on peut encourager, mais on a surtout un courage à apprendre à inviter dans nos vies pour voilà, comme tu le disais, aller petit à petit, chacun à son rythme, à la vitesse qui est juste pour nous, s'autoriser à aller voir ce qu'il y a au plus profond. Et oui, ça peut être très challengeant et voilà, je suis en plein dedans en ce moment et en même temps, c'est ça, la richesse, je pense, de ce qui m'anime aujourd'hui. Et c'est peut-être pour ça que je te disais, je vis encore la vie d'un jeune trentenaire parisien, par que je picole beaucoup moins, voire depuis quelques semaines plus du tout. Et je sais pas combien de temps l'alcool va être en dehors de ma vie, mais j'ai eu à le faire pour des questions voilà, d'engagement justement sur la voie chamanique. Et ça soulève plein de questionnements aujourd'hui de qu'est-ce que je veux et qu'est-ce que je ne veux plus. Et c'est confrontant, mais mon Dieu, qu'est-ce que c'est bon de se poser enfin les vraies questions. Écoute, moi je trouve que ça fait merveilleusement du bien de t'écouter. Tu sais, comme un homme en chemin. C'est ça. Et ça, tu le partages merveilleusement bien. Tu es un homme en chemin qui se découvre, qui découvre des parts de lui courageusement. Et je trouve ça hyper inspirant. Ça fait du bien de pouvoir le verbaliser sans prétendre qu'on est arrivé. Merci pour ça, Oh, Anne-Claire. mais non, on ne sera jamais arrivé. Mon Dieu. Mais c'est vrai que tu vois, quand on écoute les anciens, il peut y avoir cette comparaison inconsciente et qui est naturelle, qui est ok, de se dire, ah mais, tu vois, quand t'écoutes des sadhgurus, quand t'écoutes des Eckhart Tolle, quand t'écoutes des grands maîtres et quand tu te confrontes mais ça passe par là. Ils te rappellent aussi généralement que El camino se hace caminando, que c'est vraiment en cheminant on va voir le parcours apparaître et c'est là, je pense, il y a ça qui m'est venu tout à l'heure et ça va te parler, toi qui es coach, toi qui accompagne et qui a des outils incroyables dans ta besace et qui a mené à justement confronter les gens, je pense, à leurs zones d'ombre, je dirais, voilà, nœuds karmiques, à des choses qui, même sans rentrer dans du transgénérationnel ou juste des habitudes qu'on a incarnées sans le savoir et qui nous confrontent à, voilà, des habitudes. Ça peut être, je fume des joints ou tous les soirs il faut que j'aille boire ma bière avec mes copains sinon je m'emmerde. Ça peut être tellement de choses de dynamique émotionnelle ou, en tout cas, j'ai l'impression que pour moi tout ça a commencé quand même beaucoup avec le développement personnel qui arrivait avant le yoga, à peu près en même temps que le yoga. Et peut-être quelque chose que j'ai envie de partager de mon expérience, c'est que, surtout je dirais pour les personnes qui commencent à cheminer et qui commencent à lire ces livres. Et justement, cette jeune femme me disait, depuis peu, voilà, dès que j'arrive dans un rayon de bouquins, je suis appelé vers le rayon spiritualité, développement personnel, pouvoir du moment présent, les 4 accords Toltec. Et je pense que c'est une voie d'entrée exceptionnelle. Et en même temps, et c'est ça le point que j'avais envie de partager, c'est que pendant un moment, ça m'a mis dans une forme justement de comparaison. Ça m'a mis dans une forme de you gotta do it, très américaine, je suis tombé évidemment dans plein de chaînes de développement personnel sur YouTube qui ont pu me culpabiliser, qui ont pu
qui ont pu être source de trop d'injections d'un coup par rapport à l'alimentation, par rapport au rythme, par rapport à combien de pratiques, même aujourd'hui, tu vois, j'ai acquis tellement d'outils pour lesquels je me suis formé ces dernières années que même dans ma sadhana personnelle, même dans ma pratique matinale, et c'est ce que je suis en train de changer en ce moment, c'est faire le choix, ne serait-ce que pour 21, 40, 90 jours de OK, I stick to this practice. Et je me limite à quelques outils, parce qu'il y aura toujours plus de vidéos YouTube, il y aura toujours plus de possibilités, il y aura toujours plus de nouvelles découvertes, et je sais à quel point tu es sensible aux nouvelles technologies, au sens de, je pense à Healy pour ne pas les citer, tu vois, tous ces nouveaux outils qui sont fascinants et qui bénéficient voilà, des avancées technologiques qu'on a aujourd'hui. Mais là, en ce moment, je suis en train, après ces 3, 4, 5, 6 années d'être allé butiner, d'être allé cueillir, d'avoir exploré plein de choses, je suis surtout en train de m'accorder self-love. J'en reviens à quelque chose de waouh. Oui, c'est bien de mieux manger. Oui, c'est bien de se coucher plus tôt. Oui, c'est bien de faire ta méditation au réveil. Mais si c'est une source de stress et de culpabilité, si tu sens que tu ne l'as pas fait autant que tu l'as écrit dans ton bullet journal ou dans ton carnet, ben, je pense qu'on passe à côté. On passe à côté du cœur de l'expérience et voilà. Ça, ce sera éminemment personnel parce qu'un gourou en Inde sur sa montagne te dira non, justement, ou un chaman dans le fin fond de l'Amazonie te dit si, tu vas stick to the plan. Tu vas justement laisser le mental de côté et tu vas suivre ce que tu t'es proposé de suivre. Et donc c'est vrai que voilà, je pense il y a tellement de possibilités que c'est important encore une fois de revenir à soi et peut-être justement commencer par ça. Commencer par ça et de voir si on fait les choses parce que c'est YouTube et voilà, le dernier influenceur de développement personnel, et il y en a beaucoup qui sont extraordinaires. Je suis vraiment pas en train de cracher dans la soupe. Mais je pense qu'il faut y rester vigilant à pourquoi je fais ça. Et est-ce que c'est pour cocher une case de plus sur ma to-do list du jour? Et parfois se dire, bah tiens, Shavasana. Je m'allonge sur le dos. Peut-être que je mets de la musique, peut-être que j'en mets pas. Et juste là, j'ai capté que mon corps avait besoin d'arrêter. Je me mets en mode avion. Je coupe les stimulations et juste je laisse le corps se reposer. Et parfois, ça suffit à laisser l'inconscient et ce qui est vraiment important remonter. C'est super important ce que tu dis là, merci. Tu vois, ça fait tomber un stress. On porte tellement sur nos épaules. Et moi aussi, j'ai beaucoup de gratitude pour toutes les choses que j'ai apprises en naturopathie et tout ça. Mais pour moi, c'est comme s'il y avait des phases où il faut de la discipline pour les apprendre et pour voir si elles sont faites pour nous. Et après, on gardait le meilleur pour nous, dans l'amour de nous. Comme tu as dit, revenir au self-love. Super important. Essentiel. Essentiel. Ouais. Merci. Merci. Tout à l'heure, tu parlais d'honorer les espaces sacrés en nous. Je crois pas qu'on l'ait évoqué là. J'aime bien cette idée de retour au sacré. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Ce qui me vient, c'est l'une des choses que nous avait proposé mon prof de yoga en Inde quand je suis parti m'y former, qui était, je vais le dire en français, euh, avec quelle énergie et quelle intention vous arrivez sur votre tapis. Autrement dit, il nous mettait sous les yeux le risque, et ce qui est un peu la continuité du point qu'on évoquait juste avant. Qu'est-ce que tu nourris quand tu fais tes asanas, quand tu fais tes pranayamas, ta respiration, quand tu médites? Mais je pense que c'est d'autant plus probant quand on parle des asanas, donc des mouvements physiques, des postures, de finalement ce que la majorité des gens appellent le yoga aujourd'hui en Occident.
en ce sens qu'il disait que si on fait nos salutations au soleil de façon inconsciente et de façon automatique, en ruminant peut-être l'embrouille qu'on vient d'avoir avec son chéri, avec sa chérie, en étant dans quelque chose où finalement on n'est pas au contact de ce sacré. Et ce sacré, c'est là que ça devient, c'est là que ça devient vertigineux. C'est que peut-être que j'utilise cet exemple pour pas pour contourner la question, parce que j'ai vraiment envie qu'on la creuse ensemble. Mais je pense que ça a été l'une des premières pour moi prises de conscience de ce que ça signifie pratiquer avec conscience et intention. Et nous inviter à, ça peut être justement self-love, ça peut être confiance en soi, ça peut être ok, ce soir je donne un concert et je sens déjà le stress et le trac monter, et je sens déjà le mental qui m'envoie mille et une décharges, et juste se dire ok, je choisis d'honorer cet espace sacré de mon tapis de yoga pour faire telle ou telle pratique, et le faire avec l'intention de m'envoyer ces vibrations, cet amour, comme tu disais tout à l'heure, ça fait tomber un stress. Peut-être juste me dire, je suis pas là en train de me dire, il faut que je fasse mon yoga, et c'est là que Fabrice Midal extraordinaire. Et dit, si c'est le faire pour le faire, sinon vous vous sentez guilty, si vous sentez que vous avez de la culpabilité de ne pas avoir fait vos pratiques, ça ne sert à rien. Et je pense que, ça ne sert à rien. L'espace, en tout cas, sacré est un peu, est un peu manqué. Alors qu'on peut se dire le plus simplement du monde, et c'est là que je trouve ça aussi fascinant, et c'est un vrai shift pour moi depuis quelque temps déjà, justement, pas besoin de se mettre en lotus et de se mettre sur la tête oui, pour le corps, physiologiquement, c'est extraordinaire. Oui, je pense et je sens de plus en plus le travail des chakras, des vortex énergétiques, de toute cette circulation, des vibrations et des mouvements ascendants et descendants. C'est juste, pour l'avoir vécu en autarcie en Inde, j'ai ressenti la puissance de ces choses, mais je pense que, et je, et c'est là que l'ère du Verseau et ce qui se passe en ce moment, et peut-être que ma participation dans tout ça passe par là, c'est que on n'a pas besoin d'être souple, ni pour faire du yoga, ni pour contacter cet espace sacré. Et ça peut commencer par allumer une bougie, un peu de palo santo, de sauge ou un encens, ou peut-être même pas. Et je dirais que le step d'après, il est là, c'est d'être capable de créer un espace sacré lorsque l'on est dans le métro, lorsqu'on est en train de donner une conférence, lorsqu'on est finalement cette daily meditation qui pourrait se dérouler à chaque instant de notre vie. Et ça, je t'avoue que j'y suis pas encore, j'en suis encore à l'étape de j'apprends à honorer quotidiennement un espace dans lequel je reviens à moi, quoi que ça puisse vouloir dire, et surtout dans lequel j'essaye d'arrêter de faire, dans lequel j'essaye d'arrêter de correspondre aux attentes des autres, et dans lequel j'essaye de laisser la magie et l'intelligence du corps faire ce qu'il y a de plus adapté pour moi à l'instant T. Et je pense, pour répondre à ta question, que c'est là qu'en groupe, on est extrêmement puissant. On est extrêmement, extrêmement puissant, et ça fait pas longtemps que je me mets à animer des cercles, à animer des groupes et des retraites. Ça fait un moment que je les suis et que je participe en tant qu'élève à ce type de regroupement. Et c'est vrai qu'au Bali Spirit Festival dont on parlait tout à l'heure, ça a été ma première grosse claque, parce qu'on était 2 ou 3 000, je pense, sur tout le festival, et c'est extraordinaire tout ce que ça met en mouvement, tout ce que ça génère de fraternité, de sororité, de magie, de communauté. Quand on est 300 sous un chalat en plein air à danser sur de l'ecstatic dance, avec un set de 2 à 3 heures de son, c'est juste, pour moi, c'est un espace sacré, et il n'y a pas besoin d'être en lotus ni de s'être perdu dans le fin fond de notre forêt.
On est juste dans un espace qu'on a ouvert tous ensemble avec une intention, avec une écoute, avec un respect de soi et du groupe. Et je suis encore bouleversé de la capacité qu'on a lorsqu'on se met en lien de façon consciente et respectueuse. Je suis vraiment ébahi par le pouvoir qu'on a dans le collectif. Donc je pense que l'espace sacré, c'est ce qui va nous être vraiment demandé d'honorer de plus en plus. Et même aujourd'hui, on le voit dans les mises en lien qui sont faites beaucoup par le digital. On a été contraints à ça pendant le premier confinement. Quand je vois tout ce que ça a généré en l'espace de 18 mois de prise de conscience, de révélation et de révolution interne et de plus en plus aujourd'hui extérieure, ça va être une clé, je pense. Ça me donne beaucoup d'espoir de t'entendre et je sens que tout est possible. Ouais. Tout est possible. Et l'espoir, tu le portes aussi, Anne-Claire, je me répète, mais tu fais vraiment partie de ces personnes qui donnent à la fois beaucoup de lumière, beaucoup de légèreté, beaucoup d'espoir, vraiment. Et à la fois tu as le courage de nommer beaucoup de choses qui sont aujourd'hui éludées par l'immense majorité de ce qu'on appelle les médias. Et c'est tellement bon et tellement beau de voir que en ta personne, mais en beaucoup d'autres de personnes que tu partages aussi et dont tu diffuses les messages, que les prises de conscience à échelle de l'humanité qui sont faites aujourd'hui. Et j'ai même pas envie de rentrer dans les détails, ça vibre trop. C'est juste magnifique de voir à quel point il y a un pont qui est en train d'être fait entre cette prise de conscience globale de notre richesse intérieure et collective, de l'intelligence qu'est la nôtre et de toutes ces traditions qui sont en train de remonter à la surface et qui sont en train de fusionner les unes avec les autres. Alors qu'on n'a plus besoin de dire je suis bouddhiste ou je suis catholique ou je suis chaman. On peut être inspiré et nourri par tellement de choses aujourd'hui qui sont juste sous nos yeux. Et je pense que notre chance aujourd'hui, notre opportunité, elle est là. C'est qu'on va pouvoir be the change. Comme disait Gandhi, on va vraiment pouvoir apprendre à l'incarner. C'est là qu'on en revient au travail personnel et que j'ai arrêté d'argumenter. J'ai presque arrêté d'argumenter. J'ai presque arrêté d'essayer de convaincre et j'ai surtout arrêté et je vais dire le mot, même si des gens de mon entourage écoutent ce podcast jusqu'au bout. J'ai arrêté de vouloir sauver qui que ce soit d'un mal qui va peut-être arriver, peut-être pas, parce que je peux pas chercher à contraindre ou à convaincre qui que ce soit de quoi que ce soit. Et en même temps, prenez le libre arbitre, prenez le droit en chacun de vivre sa vie, de faire ses choix, ses décisions. Et il y a 3-4 mois, j'ai eu vraiment un shift à ce niveau-là et ça m'a apporté beaucoup d'apaisement de me dire que tout ce qui est en mon contrôle aujourd'hui dans cette vie, c'est mes choix, c'est ma vie, c'est sur quoi je décide de poser mon intention. Et j'ai dépensé beaucoup d'énergie à suivre tout ce qui s'est passé ces 18 derniers mois et je t'avoue que je suis encore beaucoup capté, mon mental dépense encore pas mal d'énergie, mais c'est en train d'évoluer parce que je suis en train de réaliser que c'est bien de savoir ce qui se passe, c'est bien d'aller dans nos réseaux alternatifs, c'est bien de se tenir au courant, je pense que c'est indispensable et je pourrais pas avoir ces mots-là aujourd'hui si j'avais pas fait je pense aujourd'hui ces milliers d'heures de recherche, mais je pense que là j'arrive à une nouvelle étape où il nous est demandé de revenir à nous et on se répète, mais c'est je pense que là je le dis du plus profond de mon cœur et c'est peut-être pour ça que je te parlais de ah tiens, pourquoi pas un éco-village et vraiment soigner ce temps, soigner cette vibration, soigner cette énergie et pour moi je dirais soigner cette créativité qui a été quand même pas mal étouffée ces derniers temps parce que voilà, on peut pas être sur tous les fronts et j'ai pas produit ni partagé le millième de ce que j'ai
de ce que j'ai pu imaginer, de ce que j'ai pu faire, de ce que j'ai pu déjà composer et qui traîne dans mon ordinateur. Et ça, c'est peut-être un travail de coaching que j'avais envie de faire avec toi parce que il y a tellement de choses qui demandent aujourd'hui d'être juste partagées. Et ça peut être le message que j'ai envie d'offrir à chacun et à chacune qui nous écoute. Et je le travaille aujourd'hui, là, maintenant, tout de suite. S'autoriser à écouter déjà ce qui est là, et ça passe par la première étape dont on parlait tout à l'heure, et à condition que ce soit pas par confrontation, que ce soit pas par violence envers qui que ce soit. Et je pense que les gens qui nous écoutent sont déjà sur ce chemin-là. Je pense que l'étape d'après, c'est s'autoriser à incarner, à vibrer et à verbaliser cette vérité, sans chercher à prouver, à convaincre qui que ce soit, mais se dire pour moi aujourd'hui, je pense avoir fait suffisamment de chemin, même si je sais qu'il est encore très long. Je pense avoir fait suffisamment de chemin pour pouvoir savoir que c'est juste et que du coup j'ai envie honorer cette vérité. Et surtout me l'y autoriser. Tu l'incarnes merveilleusement et tu nous y invites, de par le fait que toi tu l'incarnes, ça nous y invite, tu vois, implicitement, et ça fait du bien. C'est comme une autorisation qui est passée. Ouais. L'autorisation, ce mot vibre tellement fort, Anne-Claire, merci pour ça. J'ai beaucoup, ces 2 dernières années, dans mes quelques posts Instagram, utilisé le mot oser. J'ose. Et je pense que le mot s'autoriser est encore plus fort et encore plus juste. Parce que j'ai l'impression que dans oser, il y a oser le grand saut, oui, il y a ça, oser faire la Vision Quest ou oser aller, oser 24 heures de jeûne. Mais dans s'autoriser, il y a quelque chose d'encore plus doux, encore plus, on se donne la permission de faire quelque chose. Ouais. Et on peut se faire confiance pour ça. Ouais. Si on veut travailler avec toi, sous une forme ou sous une autre, comment on peut prendre contact avec toi, Tom? Alors, sur les réseaux, c'est Tom.Lehmann pour Instagram. C'est Tom Lehmann pour la chaîne YouTube que j'ai créée cet hiver. Et comme je te disais en préambule, peut-être que je serai encore sur Paris à enseigner quand le podcast va sortir. Voilà, j'enseigne sur Paris. Ce sera un lieu qui se situe au 62 rue du Cardinal Lemoine, dans le 5e arrondissement à Paris. C'est un lieu que je vais probablement reprendre, dépendamment de ce qui va se passer dans les prochaines semaines et les prochains mois. Mais j'espère de tout mon cœur avoir le courage, avoir l'énergie, avoir les outils pour rester à Paris cet automne et cet hiver, et sûrement encore davantage. Un lieu qui s'appelle aujourd'hui Des Soins et des Arts, dans lequel j'enseigne le yin depuis 2 ans déjà. Et voilà. Et sinon, à partir des réseaux, tout sera communiqué si je suis amené à me déplacer. Et peut-être, je vais poser quelque chose ici, là maintenant tout de suite avec toi, Anne-Claire, et c'est remonté tellement fort quand j'ai travaillé sur la composition de la musique pour ton podcast. C'est le fait que ça fait des années que je veux créer moi aussi un podcast. Et si tu savais le nombre de personnes que j'ai déjà listées, dont la majorité m'ont déjà dit mais quand tu veux m'interviews, on est parti. Et c'est encore voilà, là, et là c'est mon travail. Là, je pense qu'on revient dans l'idée on peut parler de développement personnel, d'organisation, de productivité au sens le plus noble du terme, parce qu'on peut pas tout faire. Et je pense qu'en le verbalisant là maintenant tout de suite avec toi, de dire à nos auditeurs que bientôt je lance mon podcast, moi aussi, et que c'est vraiment quelque chose dans lequel j'ai envie d'investir du temps et de l'énergie, parce que c'est un média, trop beau, et je pense qu'il y a trop de choses que j'ai envie de partager moi aussi pour ne pas m'y lancer. Donc, merci de m'avoir laissé prendre ce goût encore une fois ici, là maintenant tout de suite. C'est la première fois que je suis interviewé pour un podcast, et c'était un espace sacré, Anne-Claire, je pèse le mot.
Je suis tout vibrant et je te remercie du fond du cœur pour cette invitation. Moi aussi, je te remercie, Tom. Et j'ai hâte de découvrir ton podcast. J'adore. La graine est semée, l'intention est posée. Et maintenant, on t'attend. Yalla. Un grand merci, Tom. Je t'embrasse bien fort. Je t'embrasse bien fort. À bientôt. À bientôt. Merci pour votre présence. Si vous avez aimé cet épisode, je vous invite à le partager avec vos amis et à suivre le podcast pour être au courant des prochains épisodes. Et suivez-moi sur mon site internet anneclairemeret.com et sur mes réseaux sociaux pour être au courant de mes prochains programmes et formations. À bientôt!